Ouais. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, là on est 16. Très bien. Très bien, bah, on peut commencer. Bon, donc bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau Maestrix, donc le webinaire de l'école Join Maestro. Je suis Imane, chef de projet pédagogique chez Join Maestro et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la scalabilité des solutions no-code dans les entreprises. Et donc pour ça, on accueillit Mamadou qui est tech lead no-code chez ASAP Work. Donc salut Mamadou et bienvenue dans ce Maestrix. Salut Mal et merci pour l'invitation. Bien sûr. Donc, avec Mamadou, nous avons conçu ce webinaire en partant d'un constat très simple. Donc, de plus en plus d'entreprises se lancent dans le no-code, mais toutes les initiatives ne tiennent pas la route, malheureusement. Donc, à travers deux études de cas, un échec et une réussite, donc Mamadou, il va nous montrer ce qui fait la différence entre un projet no-code qui passe à l'échelle et un autre qui a échoué. Comme d'habitude, vous avez la partie chat pour échanger entre vous et réagir ou même partager vos idées. Et l'onglet questions-réponses, donc pour poser vos questions. Et donc, on y reviendra vers la fin du webinaire. Avant de commencer, je vais vous soumettre un questionnaire si vous souhaitez vous former en no-code. Et je te donne la parole, Mamadou, pour commencer et te présenter. Yes, donc bonjour à tout le monde, bonjour à tous, moi c'est Mamad, on m'appelle Mamad aussi, et je suis tech lead no-code chez Azaport depuis bientôt 3 ans, et je suis dans le no-code depuis presque 5-6 ans, juste pour vous faire un peu l'historique de ce que je fais depuis 5-6 ans. Donc j'étais dans le no-code en freelance il y a à peu près 5 ans de ça. Et j'ai créé une structure, c'est une entreprise qui s'appelle PassDev, et je faisais des solutions, des applications web, des applications mobiles à destination des entrepreneurs qui avaient des idées et qui voulaient tester le marché. Donc je suis rentré par le no-code, par cette porte-là. Et en parallèle aussi, j'ai fait beaucoup de formations à travers une structure qui s'appelle l'Atelier du no-code, c'est mon organisme de formation. Et j'intervenais auprès des écoles sur toutes les thématiques liées au no-code, à la création d'MVP avec des outils no-code, des outils d'automatisation, tout ce qui tourne autour du no-code. Et là, comme je vous disais, depuis 3 ans, je suis tech lead chez Azaport, qui est une startup spécialisée dans le recrutement d'intérimaires pour des chantiers au domaine du BTP. Voilà, je fais plein d'autres choses avant, mais bon, on va rester concentré sur la partie de ma carrière qui était autour du no-code. Ce que je vous propose, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est déjà de définir ce que c'est que le no-code. Donc le no-code, c'est vraiment l'ensemble des outils qui permettent de créer des applications web, des applications mobiles, de faire de l'automatisation sans écrire une ligne de code. Donc, quand j'ai commencé, moi, le no-code il y a 4-5 ans, on avait quelques outils qui existaient, notamment Make qui portait le nom d'Integromat avant. Airtable qui était déjà pas mal installé. Et aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, on a une pléthore d'outils qui permettent justement de réaliser ces différents types de projets, que ce soit des applications web, des applications mobiles, ou faire de l'automatisation. Et c'est vrai que l'écosystème du no-code s'est énormément développé ces dernières années. Et l'objectif de ces outils, c'est de pouvoir rapidement créer un produit, de pouvoir tester son idée, tester le marché. Et si jamais on voit qu'il y a vraiment de l'attraction, il y a quelque chose il y a quelque chose de palpable, une traction par rapport au produit qu'on a créé, on va pouvoir aller beaucoup plus loin potentiellement avec du code. Donc c'est à peu près l'approche qu'il faut avoir quand on utilise du no-code.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, au sein d'Azapork, le no-code, il a une place assez importante. Parce que les fondateurs d'Azapork ont toujours eu ce mindset, cet état d'esprit de se dire que avec le no-code, on peut créer des produits, des MVP, on peut tester son marché, mais son produit, mais on peut aller encore beaucoup plus loin. Et c'est cet état d'esprit-là qui fait qu'aujourd'hui, le no-code a une grande place dans la, dans la stack technique d'Azapork. Donc, pour redonner un peu de contexte, comme je vous le disais au début, Azapork, c'est une startup spécialisée dans l'intérim BTP. Donc, aujourd'hui, on a plein d'agences d'intérim qui font du recrutement, des agences physiques. La spécificité d'Azapork, c'est que c'est une agence de recrutement full digitalisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agence physique. Et donc, pour pouvoir répondre à cette promesse, il a fallu créer deux produits. Un back-office, qui est à destination des consultants internes d'AZAP, et une application mobile qui est à destination des intérimaires. En gros, les consultants, quand ils ont des missions qui sont proposées par les clients, ils ont besoin d'aller chercher des intérimaires, ce qu'on appelle chez nous des talents, de pouvoir les staffer sur ces missions et de suivre la vie du consultant, de l'intérimaire, pardon, du début à la fin de sa mission. Et donc, tout se fait sur ce back-office. Et à côté de ça, il y a un autre produit qui est l'application Build, qui est, elle, plutôt concentrée sur les talents, les intérimaires, qui, lorsqu'ils sont en mission, ils vont pouvoir, à travers cette application mobile, faire ce qu'on appelle les relevés d'heures. Ce sont des relevés qui sont nécessaires, qui doivent être faits tous les jours quand un intérimaire est en mission. Ça permet ensuite de payer l'intérimaire en fin de mois. Et il y a d'autres fonctionnalités dans cette application mobile. Du coup, on va avoir aujourd'hui deux études de cas. La première, c'est le back-office qu'on a essayé de faire en no-code. Et la deuxième, ça va être l'application mobile qu'on a aujourd'hui qui est en no-code. Voilà. Donc, le back-office, comme je vous le disais, c'est un outil interne qui permet de faire vraiment toutes les, dans le cycle de vie lorsqu'on a une mission qui rentre chez ASAP, il faut vraiment aller chercher le talent qui correspond. Ensuite, si le talent correspond, on va aller le proposer au client. Ensuite, si le talent correspond pour le client, on va créer le contrat et on va envoyer le talent en mission. Et donc, tout ça, ça se fait à travers le back-office. L'idée, c'était qu'on puisse créer un outil de ce type-là, ce qu'on appelle aussi un ATS. C'est le mot qui est utilisé dans le, dans le milieu de l'intérim. C'est vraiment tout ce c'est des outils qui permettent de gérer toute la partie recrutement, staffing, matching, et ensuite gestion de la vie de l'intérimaire quand il est en mission. Donc on s'est dit, est-ce que c'est possible de créer un back-office nous-mêmes sans avoir à payer une solution externe. Donc, partant de là, on s'est lancé dans ce projet de créer un back-office en no-code. Donc la stack technique qu'on avait utilisé, c'était JetAdmin. JetAdmin, c'est un outil, je ne sais pas si ça peut parler des outils comme eTool, Noloco, ou même Software, mais c'est beaucoup plus avancé que des outils comme Software. Vous savez, c'est des outils avec un front qu'on va pouvoir brancher derrière avec une base de données assez variée. C'est assez agnostique en termes de base de données, mais c'est beaucoup plus poussé que des outils comme, euh, comme Software. On peut aller vraiment très loin. Donc nous, on s'est dit qu'on va partir avec cet outil-là en front et en back, on va utiliser Xano. Xano qui à l'époque était la référence et qui est encore aujourd'hui dans les outils locaux pour pouvoir créer un back-end solide et sécurisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai travaillé sur ce projet, il y avait déjà eu une première version d'un outil no-code qui permettait un peu de faire ces différents besoins au niveau d'un back-office qui était fait avec Airtable. Mais du coup, là, on s'est dit qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut qu'on ait un front. Donc, partant de là, la première chose qui a été faite, ça a été de migrer toutes les données qu'on avait de Airtable dans, dans ce nouveau, dans Zano. Ça, déjà, c'était un gros challenge, parce il y avait pas mal de relations entre les différentes, c'était une base de données assez complexe, il y avait pas mal de relations entre ces différentes tables. Donc, il a fallu faire toute cette migration vers Xano, qui a pris un peu de temps, mais qui s'est plutôt bien passé. Et ensuite, on a eu cette démarche produit au niveau de JetAdmin, de se dire comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que
l'outil qu'on va créer, le front qu'on va créer avec Jetadmin soit vraiment un front qui soit parlant et qui ait une bonne expérience utilisateur en termes d'UI et UX pour les consultants. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Jetadmin, c'est un outil où à l'époque, on n'avait pas, qui a pas mal évolué aujourd'hui, mais à l'époque, on n'avait pas accès on était assez limité en termes de personnalisation et de customisation. Donc, on a essayé d'adapter l'outil pour que ça puisse répondre à nos besoins. Mais là-dessus, sur ce challenge-là, on a réussi à créer un produit qui était qui répondait aux besoins de nos consultants. On a pas mal fait de workshops avec nos consultants pour faire en sorte que les fonctionnalités présentes se répondent bien à leurs besoins et que l'expérience utilisateur soit correcte. Donc sur ces deux parties-là, la partie database et la partie front, tout était OK, tout fonctionnait bien. Mais on va arriver à la chose auquel on n'avait pas forcément pensé, c'est la partie scalabilité. En fait, dans tous les tests qu'on avait effectués, on avait fait des tests avec quelques utilisateurs et ça fonctionnait plutôt bien. Donc, les consultants arrivaient à réaliser leurs différentes tâches sur le back-office, à ajouter des missions, à faire du matching et ensuite à créer les contrats qu'il fallait créer. Mais ce qu'on n'avait pas forcément eu en tête, c'est que le test qu'on avait fait avec quelques utilisateurs, il fallait vraiment pousser la charge avec beaucoup plus d'utilisateurs. Et là, quand on a commencé à monter en charge et à avoir plus de 10 utilisateurs, sachant que les consultants, ce sont des utilisateurs qui poussent l'outil au maximum, donc qui font énormément de tâches. Et là, malheureusement, on s'est retrouvé avec des gros problèmes de chargement, de lenteur sur l'outil qu'on n'avait pas forcément anticipé. Et donc, on a beau avoir essayé de faire des modifications dans la structure de notre base de données ou de la manière dont on avait pensé le front sur Jetadmin, on était même en contact direct avec les éditeurs de l'outil Jetadmin et malheureusement, on n'a pas trouvé de solution. On était bloqué malgré tous les tests, tous les workarounds qu'on a essayé de mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Le no-code, c'est très bien pour tester des outils, des produits, mais il faut avoir en tête qu'il y a certains outils, nos codes, qui aujourd'hui n'ont pas la capacité d'assumer des grosses charges quand on a beaucoup d'utilisateurs. C'est un gros frein pour nous, donc il a fallu tout casser quoi, pour partir en code pour le back-office. Justement, Mamadou, j'ai une question. Là, en fait, quand tu parles de la limite technique des 10 utilisateurs, bah, enfin, pourtant, les outils no-code, ils sont censés supporter plus d'utilisateurs, non? Donc, Ouais. qu'est-ce qui a fait en fait que ça soit une limite dans ce cas? En fait, ouais, comme je le disais, Iman, c'est que la chose qu'on n'avait pas anticipée, c'est que on a, nous, là, je parlais de 10 utilisateurs, mais on a 10 utilisateurs connectés en même temps et qui font énormément de tâches en même Mmh. temps et constamment. Et c'était ça le truc, le truc auquel on n'avait pas pensé. On se disait que bon, si les utilisateurs sollicitent le back-office de temps en temps, ça va le faire. Mais là, c'est vraiment, on avait 10 utilisateurs chevronnés qui constamment créaient des tâches, créaient des choses sur la database. Donc, ça nous a créé des gros problèmes de chargement. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était pas forcément adapté. Et que il y avait aussi, et ça, faut être très vigilant sur les outils no-code, c'est que les éditeurs d'outils no-code parfois vendent des promesses sur leurs outils, mais quand on se retrouve nous confrontés à des situations concrètes, on se rend compte que les promesses sont pas au rendez-vous quoi. Donc faut être très vigilant là-dessus. Donc toujours quand on a la possibilité faire des vrais tests de montée en charge pour vérifier que l'outil peut faire le taf. Très bien, merci. Ouais. Du coup, comme je disais, le back-office, il a dû switcher d'un back-office en no-code à un back-office en code, qui a été repris par l'équipe de développeurs chez nous, qui a reconstruit un back-office avec du code et en base de données Supabase. Et là, aujourd'hui, ce back-office, il fonctionne bien et il scale bien. Donc, voilà les leçons à tirer de ce projet. Donc, suite à ce back-office, j'ai travaillé sur un autre projet qui était l'application mobile. L'idée, en gros, le back-office, comme je le disais, il était à destination des consultants. Et donc, après, on avait besoin d'un deuxième produit qui était plutôt focus sur les talents, les intérimaires. L'idée, comme je le disais, c'était de pouvoir avoir un outil qui puisse accompagner le talent quand il est en mission chez nous
et qu'il puisse utiliser quand il est en mission, qu'il puisse faire ses relevés d'heures, bénéficier de nos avantages et plein de fonctionnalités. Donc de là, on s'est dit, il va falloir qu'on crée une application mobile. Donc j'ai fait pas mal de benchmarks sur ce qu'il y avait sur le marché en termes d'outils no-code et j'ai vu un outil qui était prometteur à l'époque, c'était à peu près un peu moins de 2 ans, c'était Flutterflow, qui était un outil qui permet de faire de l'application mobile en no-code, en visual programming, mais qui, en plus d'avoir ce côté no-code, qui est assez ouvert derrière, c'est qu'on peut faire du no-code, on peut faire une application mobile en full no-code, mais où il y a aussi les ouvertures pour intégrer du code. Et nous, ça nous intéressait parce qu'on avait beaucoup d'intégration qu'on voulait faire avec le back-office. Donc, partant de là, on a décidé de créer l'application mobile avec Flutterflow. Donc, ça a été un chantier qui a duré facile 3-4 mois. Parce que là, l'idée, c'était vraiment de faire un vrai produit solide. Et là, on était confiant sur Flutterflow, qui était un outil, d'après le bench que j'avais fait, qui était assez solide, qui pouvait répondre à nos attentes. Donc, on a utilisé pour le front Flutterflow. Et en database, on a utilisé Supabase avec d'autres outils qui gravitent autour, notamment Make, parce qu'on a des automatisations qui sont utilisées sur l'application. Et aussi Airtable pour la partie avantages, parce qu'on a des avantages qui sont proposés aux intérimaires, et ces avantages-là, ils sont stockés sur une base de données qui est différente de Supabase. Donc, on a pu mettre en place des fonctionnalités, franchement, qui sont assez complexes à gérer, notamment, comme je disais, la saisie des relevés d'heures. En gros, un intérimaire, quand il est sur un chantier, en fin de journée, il doit saisir ses relevés d'heures, les faire valider par son chef de chantier. Et ensuite, toutes ces informations-là, toutes ces datas-là sont déversées dans la base de données Supabase, qui, elle aussi, est branchée au back-office. Donc ça, c'est une des fonctionnalités majeures de l'application mobile. Et aujourd'hui, cette application mobile, elle est très, très stable. Elle fonctionne très bien. On a énormément d'intérimaires qui passent par l'application mobile, qui sont en mission chez nous. On a plus de 500 intérimaires qui, quotidiennement, ont accès à cette application et font leur relevé d'heures et accèdent aux différentes fonctionnalités. Donc là, ça a été une réussite. Clairement, on est très satisfait. C'est un produit qui aujourd'hui se développe bien, qui a beaucoup de fonctionnalités à venir qu'on va développer en plus. Donc là, on a été vigilant, on n'a pas fait la même erreur qu'on a fait sur le back-office. On a vraiment analysé énormément l'outil avant de se lancer dessus. Et à la différence du back-office, on était confiant parce qu'on avait cette expérience de cet échec qu'on a eu sur le back-office. Donc en fait, cet échec, il y a eu quand même des choses positives à en tirer parce qu'on avait beaucoup, beaucoup utilisé Xano. Ensuite, ce que j'ai pas dit, c'est que sur le back-office, on avait migré aussi de Xano à Supabase. Donc on connaissait très bien maintenant Supabase. On avait une très bonne maîtrise de Supabase. Donc après, pour ce qui était de Flutterflow, après avoir bien étudié l'outil, on s'est rendu compte que c'était la stack qu'il fallait utiliser. Donc, ce qui est très très important quand on se lance sur des projets de ce type-là, vraiment, c'est d'analyser, de faire un vrai benchmark profond, de pas se lancer en ayant fait 2-3 tests en se disant bah c'est bon, l'outil il va faire le poids et je vais pouvoir DP. Il faut vraiment prendre son temps, faire un bench très approfondi, quitte à faire des petits POC rapides pour tester différentes fonctionnalités de l'outil, et ensuite de se poser et de se dire, bon, allez, on part plutôt sur cette stack-là ou une stack différente. Parce qu'en fait, une fois qu'on est embarqué sur une stack, c'est quand même, ça va être quand même compliqué de quitter cette stack pour partir sur autre chose. Alors, ça peut se faire, pardon, mais c'est beaucoup de temps de perdu de devoir quitter une stack pour aller tester une nouvelle stack. Donc, il faut vraiment, vraiment faire une analyse approfondie avant de se lancer. Et nous, aujourd'hui, pour résumer, on a donc cette application mobile qui est en no-code, mais on utilise le no-code aussi pour tout ce qui est automatisé, tout ce qui touche à l'automatisation. On utilise énormément Make, aussi N8N dans notre stack no-code. On est une équipe de deux no-codeurs, moi-même et une personne qui s'appelle Sindel, qui est aussi experte en no-code et product. Donc, on a vraiment la chance dans cette startup de pouvoir utiliser les outils no-code quand c'est nécessaire, et ça nous permet aussi de participer à l'amélioration des process au sein de Zap. Donc aujourd'hui, on a l'application
mobile qui fonctionne et qui vit et dans laquelle il y a des nouvelles features. Mais on a aussi toute la partie process qu'on essaie de fluidifier dans l'entreprise à travers, avec des automatisations ou des fois des nouveaux outils qu'on va créer. On va faire des POC avec des outils de code qu'on va tester. Et si jamais ça devient des POC qui sont viables et fonctionnels, on va les mettre en place et peut-être potentiellement plus tard les pousser vraiment sur des outils, sur des solutions full codées, quoi. Donc voilà l'approche qu'on a aujourd'hui au sein de. Très bien, merci beaucoup Mamad. Donc là, si on veut vraiment récapituler, selon toi, c'est pas vraiment les critères qu'une entreprise doit vérifier avant de se lancer en no-code, notamment en termes de scalabilité. Ouais. Non, clairement, là, en termes de scalabilité, pardon, c'est de vérifier qu'un outil qu'on choisit dans sa stack no code est capable d'assumer une charge d'utilisateur. Ça, c'est la chose primordiale. Parce que c'est quand on n'est pas dans le cadre d'une entreprise ou alors qu'on veut tester le marché pour soi-même, on peut se permettre de prendre un outil no code et de se dire bah, je teste le marché rapidement. Mais là, quand on est vraiment dans le cadre d'une entreprise qui veut avoir Ouais. un produit viable et fonctionnel, vraiment faire des tests de montée en charge et questionner énormément l'éditeur d'outils pour vérifier que sur ce critère-là, l'outil est capable de répondre aux besoins. Une fois que ça c'est validé, on peut ensuite aller voir sur les fonctionnalités qui sont proposées par l'outil, voir si ça peut répondre ou pas à notre cahier des charges. Après, ce qui est je trouve ça dans le no-code, c'est que même si un outil no-code ne peut pas répondre clairement à un besoin spécifique qu'on a dans notre cahier des charges, on va pouvoir le brancher à un autre outil no-code pour pouvoir pallier à ce manque. Et c'est ça qui, je trouve, qui est puissant dans le no-code, quoi. Et c'est cette approche-là que je trouve qui est intéressante. Mais ouais, pour moi, le plus important, ouais, c'est de vérifier que au niveau de la montée en charge, l'outil peut faire le quoi. Très bien. Bah, merci beaucoup, Mamad, pour ce précieux partage d'expérience. Là, je reprends brièvement la parole pour vous rappeler que chez Maestro, donc, on organise régulièrement des webinaires sur les sujets no-code et product. Donc, vous pouvez vous inscrire à notre communauté sur Meetup ou nous suivre sur LinkedIn ou notre site web joinmaestro.co. Donc, chez Join Maestro, on va vous proposer une formation no-code et IA, donc qui a pour objectif de vous aider à comprendre les outils no-code, apprendre à automatiser et utiliser l'intelligence artificielle dans vos projets pro notamment. Donc, vous allez apprendre à maîtriser des outils comme Notion, Lovable, Airtable et Make. Et c'est vraiment une formation qui est très, très axée pratique, avec plein d'exercices, de cas concrets. Et surtout, donc vous êtes accompagné par un coach ou une coach de code tout au long de la formation. La formation, elle dure 12 semaines en distanciel, avec des sessions live tous les lundis et les jeudis soirs, de 18h30 à 21h. Et vous avez aussi accès à des apprentissages e-learning. Les 2 dernières semaines de la formation, elles sont consacrées à un hackathon où vous créez votre propre projet no-code que vous allez par la suite présenter devant notre jury. Et également, on a chez Join Maestro, on propose la formation Product Management, soit en présentiel en cette semaine ou en distanciel sur 14 semaines. Je vais vous repartager le questionnaire si vous souhaitez vous former en no-code. Et je vous mets aussi dans la partie chat le lien vers le calendrier de Camille, où voilà, donc c'est notre responsable d'admission pour échanger par rapport à votre projet de formation et voir si ça correspond avec la formation. Donc je vous mets ça dans la partie chat.
Et on peut passer directement aux questions. Donc là, on a une question de Myriam qui dit: est-ce que ce n'est pas juste un problème de stack? Cet outil aurait pu être développé sur Bubble, par exemple, sans avoir de problème de lenteur. Ça, c'est On pour a, le. Ouais. ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, avant que les cofondateurs de la startup avaient déjà essayé de monter ce back-office sur Bubble avec une agence experte sur Bubble et ça l'avait vraiment pas fait du tout. Ils ont essayé de faire un premier MVP. Malheureusement, ça a pas fonctionné. Du coup, Bubble, c'est tout de suite quand on a fait notre bench en outil no code, on l'a pas conservé parmi les outils qui pouvaient répondre aux besoins. OK. Une question de Nicolas qui demande: quelle est la composition de votre équipe produit, rôle et spécialité? D'accord. Alors, on a une équipe on a un peu moins d'une dizaine. On a une équipe de produits, on appelle ça des product builders chez nous. En gros, on a une casquette produit et une casquette build, c'est-à-dire qu'on va faire du produit, de la discovery, on va aller vraiment au plus près du besoin du métier, et derrière, on va faire du build. Donc, sur cette partie-là, on a une équipe product builder no code. On est deux dans cette équipe-là aujourd'hui. On prend vraiment tous les sujets qui sont liés au no code. Et sur la partie dev, il y a une équipe d'à peu près 5-6 développeurs qui sont aussi product builders, qui ont la même approche que nous, mais qui derrière, eux, vont s'occuper de faire des produits en code. Et aujourd'hui, depuis pas très longtemps, on a un head of product qui est arrivé il y a quelques semaines, qui lui va s'occuper justement de, 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 de nous donner la vision et comment on va avancer sur les mois et l'année à venir par rapport à Azerwork. Très bien. Une deuxième question de Nicolas qui demande: en parlant de culture produit, quels sont vos process? Interview, maquettage, user test, mise en prod, feedback, analytics, etc. Oui, c'est une démarche produit assez classique. C'est exactement ça. On rentre dans un flow où on va commencer par aller faire des workshops avec les équipes métiers qui ont des besoins, faire de la discovery. Une fois qu'on est en discovery, on va vraiment aller creuser au maximum le besoin pour s'assurer qu'on l'a bien compris. Je voulais dire, c'est vrai que dans l'équipe technique, on a aussi deux UX, UI designers qui sont aussi qui travaillent avec nous en amont dans cette recherche produit, dans cette démarche. Et quand on a vraiment bien détecté le besoin et que les choses sont clairement définies, on va ensuite rentrer dans cette deuxième phase qui est cette phase de build. Et donc c'est pour ça que je disais qu'on a cette double casquette. Dans cette phase de build, on va commencer à essayer de monter une solution et la faire tester à nos métiers, vérifier qu'elle convient bien et ensuite on va la déployer. Ok, c'est clair. Je vais voir si on a d'autres questions. Je crois que c'est tout. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Mamad pour le partage d'expérience. C'était vraiment super enrichissant. Et donc, on se retrouve pour le prochain Maestrix. Je vous dis à la prochaine et bonne app. Merci à vous, merci Iman, bonne journée à vous et bonne app. Salut. Salut.